Reprise de débat et ça reste 8 minutes ce soir pour l'honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, j'appuie ce projet de loi, naturellement, parce qu'il vise à empêcher l'abus de la part des promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées en réduisant les frais exigés par les consultants aux personnes handicapées lors d'une demande d'admissibilité pour recevoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Selon moi, c'est tout à fait normal puisque certaines personnes peu scrupuleuses s'attaquent à des personnes peu fortunées. Il s'agit d'un problème important et la croissance de consultants a eu comme effet de mener à de la fraude, comme a pu le démontrer un reportage de la CDC en 2011. Cependant, je suis d'avis qu'il faut qu'une étude soit faite pour éclaircir certaines questions et combler certains vides. Je peux vous dire d'entrée de jeu que davantage d'informations est nécessaire sur la mise en œuvre de ce projet de loi. J'y reviendrai plus loin avec plus de détails. Monsieur le Président, il faut empêcher l'abus du système par les promoteurs, mais il faut être conscient que ce ne sont pas tous les consultants qui abusent du système. Il faut comprendre qu'il y a deux aspects à considérer. D'une part, certains consultants veulent et peuvent véritablement fournir un service de qualité aux Canadiens handicapés qui ne sauraient faire la demande sans leur aide. Il faut donc faire la distinction entre les promoteurs qui abusent du système et ceux qui agissent à titre de consultants et aident vraiment les personnes handicapées à obtenir ce crédit d'impôt qu'elles n'auraient sans doute pas été en mesure d'obtenir tout seules. D'autre part, on observe aussi que beaucoup de promoteurs sont des arnaqueurs qui promettent aux gens qu'ils auront droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, même si leur admissibilité peut être mise en doute, tout en imposant des frais pouvant aller jusqu'à 40 des prestations. C'est vraiment honteux. Rien ne peut justifier d'imposer de tels frais, surtout en tenant compte du fait que les remboursements d'impôts sont rétroactifs et résultent donc en des paiements de milliers de dollars. Par conséquent, le fait de limiter les honoraires que peuvent facturer les consultants est une bonne chose afin d'empêcher l'abus des personnes handicapées. Avec ce projet de loi, on va donc interdire aux promoteurs d'exiger des frais excédant les frais maximaux. Ces frais maximaux seront établis par le gouverneur en conseil. Vous en conviendrez que cela suscite déjà des questions, comme celle de savoir quand et comment le public et les promoteurs en seront informés. Et puis, il y a la question des exemptions de certains promoteurs qui suscitent aussi des interrogations, à savoir quels promoteurs seraient exemptés. Monsieur le Président, l'autre question importante à aborder quant au crédit d'impôt pour personnes handicapées est le fait que les personnes faisant la demande ont aussi besoin d'avoir l'appui nécessaire du gouvernement. Cet appui est mis en péril avec les coupures gouvernementales à l'Agence du revenu du Canada. En raison du manque des ressources de l'Agence, cette dernière n'est pas en mesure d'informer et de sensibiliser adéquatement le public concerné au crédit d'impôt et à répondre à la demande en offrant des séances d'information sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les coupures de postes et plus particulièrement des conseillers régionaux de programme, voilà le résultat de ces coupures, des fermetures de comptoirs de l'Agence où les citoyens ont l'habitude de rencontrer un conseiller pour mieux les renseigner et les diriger vers les bonnes ressources. Il faut s'assurer que les personnes ayant un handicap aient un accès égal au crédit d'impôt, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le projet de loi ne règle pas les problèmes des lacunes du crédit d'impôt, qui sont nombreuses et qui incluent celle de l'accessibilité au crédit d'impôt. Le processus de demande reste complexe et le crédit d'impôt demeure difficile à obtenir. Il faut donc simplifier le processus de la demande, la raison pour laquelle ces consultants arnaqueurs s'en prennent à ces personnes est justement parce qu'ils savent que le processus de demande est complexe. La terminologie et les définitions utilisées dans le certificat sont restrictives, injustes et finissent par aboutir à de l'incohérence et à la discrimination. Les participants décrivent le processus d'obtention comme étant difficile, long et accablant. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre le formulaire et dans certains cas ne terminent pas leur demande. Certains ne prennent même pas la peine de faire la demande puisqu'ils considèrent que c'est une cause perdue d'avance. Dans un tel contexte, vous pouvez comprendre que plusieurs se tournent donc vers ces consultants. L'admissibilité au crédit d'impôt dépend d'une altération significative, empêchant de prendre part aux activités de la vie quotidienne. À cause de cela, les gens avec des invalidités épisodiques et les maladies mentales sont souvent exclus parce qu'il s'avère difficile pour eux de prouver que leurs activités de la vie quotidienne sont significativement altérées.
soit parce que c'est le cas certains jours et pas d'autres, ou parce qu'ils sont physiquement capables d'exercer les activités mais ne le sont pas mentalement ou émotionnellement. Ce critère d'évaluation se basant sur les activités quotidiennes du patient est très problématique. C'est une définition restrictive et contradictoire. Contradictoire parce qu'elle n'est pas conforme aux définitions provinciales et territoriales auxquelles se réfèrent les praticiens et à celles d'autres programmes, dont celles présentes pour les prestations d'invalidité et du régime de pension du Canada. L'autre programme est le fait qu'il dépend de la compréhension et de la bonne volonté du personnel médical à remplir les formulaires nécessaires. Les praticiens qualifiés éprouvent beaucoup de difficultés à compléter les certificats, surtout en raison de la complexité de certaines invalidités et de leur évaluation selon la définition des activités quotidiennes du patient. Certaines personnes ont été exclues simplement parce qu'un médecin leur a donné de mauvais conseils basés sur une perception erronée des critères d'admissibilité. Même lorsque les formulaires sont remplis correctement, les décisions quant à savoir qui est accepté et qui se voit refusé semblent arbitraires et imprévisibles. Un quelconque soutien familial peut d'ailleurs exclure une personne d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées car elle leur permet de fonctionner à un niveau supérieur. La fiabilité du certificat servant à déterminer l'admissibilité est donc sérieusement remise en question par de nombreux participants et praticiens. Le crédit d'impôt a été créé pour reconnaître une partie des coûts supplémentaires que les personnes handicapées doivent débourser. Il est en fait devenu le prérequis de presque tous les programmes liés aux handicaps au niveau fédéral. Ici, je parle du régime d'épargne enregistrée, invalidité. Par conséquent, beaucoup de gens souffrant d'un handicap sont exclus des programmes de sécurité du revenu qui leur permettraient d'atteindre un revenu modeste mais décent, d'épargner pour leur avenir et de réduire leur niveau de stress. Ce dont nous avons besoin le plus rapidement possible est donc un plan pour assurer la sécurité du revenu de toutes les personnes handicapées, y compris celles aux revenus modestes. Les programmes en place ne fonctionnent pas en harmonie pour assurer la sécurité du revenu pour les personnes atteintes de maladies épisodiques. On n'a qu'à penser aux prestations d'invalidité du régime de pension du Canada, aux prestations de maladie de l'assurance-emploi, au régime enregistré d'épargne invalidité. En tout cas, tout ça, ça veut dire que ces mesures de soutien aux revenus doivent fonctionner en harmonie pour assurer une réelle sécurité financière aux personnes handicapées. Pour revenir au crédit d'impôt des personnes handicapées, dans le certificat de demande, on précise que pour être admissible, une personne doit avoir une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques et mentales pour une période continue d'au moins 12 mois. Ceci, ça veut dire que ça exclut les personnes qui sont atteintes de maladies épisodiques. La question ne date pas d'hier, elle a été soulevée en 2012 par le gouvernement libéral. Donc, je vais juste terminer parce que je sais que c'est très court. Naturellement, ceci étant dit, je trouve que le projet de loi est quand même essentiel pour régler le problème des tarifs abusifs des promoteurs, et puis qui constitue un bon départ, mais qu'une étude approfondie serait davantage très intéressante. Merci. La période prévue pour l'étude des effets éminents des députés est maintenant expirée.